Bonjour, je m'appelle Benjamin Biolay, je suis auteur, compositeur, interprète et comédien et je vais réagir aux archives de l'INA. Bonjour Benjamin Biolay. Bonjour. On est très content d'être ici à Rochefort à l'occasion du festival Sœurs Jumelles. Votre inspiration, évidemment, vous la puisez dans votre vie, mais vous la puisez aussi dans vos inspirations, dans des grands monuments de la chanson française. Et on va commencer avec Henri Salvador, pour qui vous avez écrit un titre très connu, Jardin d'hiver. Vous avez même relancé sa carrière. On l'écoute. Sacré Leclerc, vous me dérangez pas du tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, parler, tourner. Du moment que mon petit ange est là, on peut tout se permettre. Qu'est-ce que c'est que ça, le petit ange? Le petit ange, eh bien le petit ange, c'est celui qui me souffle mes chansons. Quand je travaille, quand je dors, quand je mange, quand je parle avec vous. Il est toujours là. Il est toujours là, enfin il est toujours là. Des fois il me laisse tomber. J'attends que le petit ange me souffle un air. Et s'il veut bien, peut-être que vous aurez la chance d'avoir une chanson. Enfin j'espère pour vous. Da 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 di di da 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 Bah, je suis émerveillé de le voir jouer de toute façon et de le voir chanter. Le petit ange, déjà c'est une très belle définition. C'est une très belle façon de parler de l'inspiration. En plus, c'était quelqu'un de plus religieux qu'il en avait l'air. Dans mon jardin d'hiver. Donc son petit ange l'a pas quitté, c'est sûr, parce que j'ai eu aussi l'occasion de réaliser l'album posthume d'Henri qui s'appelle Tant de temps. Donc de produire les toutes dernières chansons qu'il a fait dans sa vie. Il était encore tellement inspiré, c'était bouleversant. Et donc, non, j'ai une relation un peu... Il était compliqué, c'était un monsieur d'un certain âge en plus, qui, je pense, avait vécu beaucoup de situations très désagréables. On va employer le mot qu'il faut. Je pense qu'il a été beaucoup arnaqué dans sa vie, donc il est extrêmement méfiant. Vous aussi, vous avez un petit ange? Je sais pas si c'est un ange, peut-être un petit démon, mais je vois très bien de qui il parle, ouais. Alors, on va parler maintenant d'un autre artiste qui vous a également inspiré, et qui parle, lui, d'inspiration. Ici, il est plutôt question de souffrance et de bons sentiments. J'irai voir tôt ou tard si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, je suivrai leur piste. Pour créer, il faut qu'on souffre un petit peu, sinon ça n'a pas vraiment de charme. Et en même temps, on a envie de donner des bonnes choses. Le capitaine Nemo, il va quand même au fond des mers chercher des trésors qu'il donne à des peuples qui souffrent de la tyrannie d'un quelconque dictateur. Hubert, qui est l'autre très grand musicien avec qui j'ai collaboré, j'ai beaucoup collaboré avec lui, il allait chercher en lui quelque chose de très très violent, de très très ultime. C'est un autodidacte, mais il employait des accords aussi compliqués que ceux d'Henri Salvador, qui a appris le jazz, vous voyez. Il ne supportait pas de faire do, fa, sol, ou ré, sol, ré, sol. Il fallait toujours qu'il se passe quelque chose dans sa musique. C'était un mélodiste fou, donc il cherchait des mélodies incroyables. Et il avait besoin, ouais, de se ruiner pour faire une chanson. Et vous, c'est votre cas? Non. Mais parce que j'ai vu les moments où Hubert s'est fait trop mal, en fait, aussi. Où parfois il s'auto-censurait parce que si ça arrivait simplement, ça lui paraissait suspect. Quand les vérités sont trop là. Et donc, fort de tout ça, j'ai appris de lui aussi dans les quelques aspects négatifs de sa façon de faire. Mais surtout, c'était un immense artiste et qui prenait un bonheur fou en studio. Par contre, là, il le dit pas parce qu'on le questionne sur la création. Mais en studio, c'est comme un enfant, Hubert. Il est toujours souriant, toujours en train de rire. Alors, on vient d'écouter deux hommes. On va écouter une femme cette fois, un mythe de la chanson française que vous avez connu, vous avez écrit pour elle. Et là, elle est interviewée par Denise Glaser dans l'émission Discorama. Juliette Gréco, je voudrais bien que nous ayons plus de temps, parce que je voudrais bien savoir un tas de choses de vous que vous n'avez jamais dites. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Je suis comme les huîtres, moi il faut m'ouvrir. C'est ce que je pense, et je pense que vous avez dit beaucoup de choses, qu'on a écrit beaucoup de choses sur vous, mais que le vrai mystère dont on parle est ailleurs, et qu'il n'est pas là où on pense qu'il est.
Il y a chez vous un bonheur de chanter que j'appellerais un bonheur inusable. Les vagues, nouvelles ou anciennes, peuvent bien passer. Je suis comme les cailloux. Est-ce que vous êtes comme les huîtres? Oui, là-dessus, je suis comme elle, ouais. Il faut vraiment... Il faut me travailler au corps, il faut m'ouvrir au pied de biche, ouais. Et elle représente quoi pour vous, Juliette Gréco? Une fée que j'ai eu la chance de côtoyer. Une fée qui me chante à l'oreille depuis que je suis tout petit et qu'à un moment, la Providence a mis mon chemin et j'ai eu la chance de lui écrire des chansons, j'ai eu la chance de passer du temps avec elle, j'ai eu la chance de la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire... Déshabille-moi. Et Juliette, quand elle répond à Denise Glasseur, moi je suis comme les huîtres, faut m'ouvrir, c'est vraiment de la Juliette dans la vie. Elle était très pertinente, elle pouvait être très punk et très très amusante. C'est-il pas charmant? Et alors on va écouter un extrait d'une de vos chansons, Comment est à peine, que vous chantez en 2020 sur le plateau de France Télévisions à l'occasion de la fête de la musique. J'ai posé le téléphone comme ça. Je peux jurer avoir entendu le gars. J'aurais dû te libérer avant que tu ne me libères moi. J'ai fait le bilan carbone 3 fois. Parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. Pourquoi est-ce qu'elle plaît autant, cette chanson, aux gens? Moi, je sais pas du tout, hein, mais c'est pareil, c'est les miracles de la vie d'auteur-compositeur. On en fait 10 000 dans sa vie, j'exagère, peut-être 3 000. Et à la fin, il y en a 6 qui passent la tête, et on sait pas pourquoi. Et celle-ci en fait partie. Mais parce qu'elle est très sincère aussi, c'est vrai ce que vous disiez. Dans mes interviews, je ne suis pas insincère, mais j'ai tendance à rien vouloir raconter parce que j'ai pas l'impression que ce soit intéressant. Et j'aurais peur que ça envoie des fausses pistes sur mes chansons, en fait, qui sont ma vraie façon de m'exprimer. Mais quand j'écris, je suis d'une sincérité totale, même si le discours peut paraître alambiqué, même si c'est un peu cubiste, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que je ressens. Et cette chanson, elle me ressemble, c'est vrai. Alors, on va écouter maintenant un autre artiste que vous citez régulièrement, mais dans un autre registre que le vôtre. On écoute Charles Trenet. Alors, il faut les arroser tous les jours, les fleurs artificielles? J'adore cet extrait. Ah oui, parce qu'elles prennent la poussière. Ça les lave. Et puis alors, ça donne aux fleurs naturelles l'envie de les copier, parce que vous savez que les fleurs artificielles sont tout de même plus belles que les fleurs naturelles. Mais vous trouvez Pas ça certaines. joli? Comment? Vous trouvez ça joli? Non. C'est horrible. Ça dépend des jours. Vous voyez, dès qu'il y a un peu de soleil, c'est triste. Mais dès qu'il pleut, c'est très gai. Vos autres maisons sont dans le même genre? J'en ai le plus laid encore. Personne n'est simple. Mais moi, sans doute le suis-je parce que d'abord, je suis un enfant. Non, Et finalement, les enfants sont quand même plus simples que les grandes personnes. c'est pas vrai, on ne dit pas je suis un éternel enfant, ça, je Mais crois pas. hélas, je crois que je passerai de l'enfance au gâtisme sans avoir été adulte, jamais. Quels sont les avantages de la maturité? Je ne sais pas puisque je suis pas mûr. Les pirouettes, toujours les pirouettes. Non, c'est vrai. Je suis mûr physiquement, peut-être, mais moralement, non. Pigeon vole, le ciel vole. Quel cinglé, je l'aime trop. Mais je le connais bien, cet extrait, quoi. Il est mythique, hein. On voit qu'il fait un peu de la muscu, il est en slip de bain, quoi. Il reçoit la télé en slip de bain. À un moment, il fait des tractions, des trucs. Et c'est vrai, hein, jusqu'au bout de sa vie, il a rosé ses flancs en plastique, Charles Trenet. C'est pas des conneries du tout. Il a pas mis en scène, je sais pas, il y a tout ce génie que j'adore, quoi, qui est notre premier punk, vraiment. Quelque part, Gainsbourg, c'est un bébé, hein, au niveau provocation, et embrouille médiatico-judiciaire, parce que Charles Trenet, c'est une autre époque, quoi. Mais je l'aime à la folie. Viens plus près,
mon amour, ton cœur contre mon cœur. Il me fait pleurer, j'écoute L'âme des poètes, j'écoute J'ai ta main, tout ça, je pleure immédiatement. Longtemps, 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 après que les poètes ont disparu. C'est dans les chansons, j'aime pas son côté quand il est trop fou chantant, là, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime les chansons très introspectives, mais là où il ne ment pas absolument non plus, c'est qu'il sera passé de l'enfance au gâtisme, comme il l'a dit, et encore un gâtisme relatif, parce qu'il buvait encore sa bouteille de Cointreau par jour, par exemple, quoi. C'est une montagne, Charles Trenet, c'est une montagne. Et alors, c'est intéressant parce que il peut avoir aujourd'hui une image presque un peu de réac avec des chansons comme 12 France, etc. Il y a des gens qui le considèrent pas du tout comme un punk. Vous savez quand c'est sorti, 12 France? C'est pas du tout réac de parler de son pays quand il est sous occupation nazie, à mon humble avis. Hein. Alors, on va parler de politique maintenant. Vous êtes un artiste engagé politiquement. Je suis un artiste qui vote depuis qu'il est en âge de voter et qui a été militant. Je pense qu'il y a plein d'artistes comme ça, mais bon, moi je l'ai dit parce que c'était plus pratique. Ouais, puis on vous a même vu dans des meetings, vous avez soutenu Ségolène Royal, François Hollande. Non, j'ai pas soutenu Ségolène. Ah, vous n'avez pas soutenu Ségolène? Non, j'ai voté pour elle, hein, mais j'étais pas dans le. Vous avez soutenu François Hollande quand même. Oui, beaucoup. On avait envie de vous montrer une autre de vos inspirations, un grand monument aussi, et qui parle lui aussi de l'action et de l'engagement. Nous voulons détruire les mythes de la culture rock parce que les musiciens, aussi bien les Who, les Stones ou les Beatles, ont tous parlé de politique dans leur musique, mais ils ne font rien dans la réalité. Nous faisons partie du Front de libération du rock maintenant. Ça a été fondé par David Peel et Edgy Weberman. L'objectif, c'est de libérer les rois du rock'n'roll d'eux-mêmes. Les démythifier, les libérer pour qu'ils fassent quelque chose pour les gens. On peut pas me demander de réagir sur les propos d'un mec qui défonçait à je sais pas quoi, parce que je le connais par cœur, je le donne. Là, je peux vous dire que libérer les rois du rock, ça part d'une très bonne intention, comme toujours, mais ça devient vite hyper chaotique du fait de son état de l'époque, là où vraiment il y allait fort, il n'était pas bien dans sa peau à cette époque, John Lennon. Mais après, sur le militantisme, c'est normal, il vivait aux États-Unis, il était témoin vraiment de la violence du bureau fédéral, etc., des républicains. Il a soutenu le président Carter, etc. Il était impliqué, il a soutenu Angela Davis, plein de gens. You may say I'm a dreamer. L'engagement, c'est parfois incommode. Est-ce que vous, ça vous a joué des tours de vous engager politiquement? J'imagine un petit peu, oui. Je me suis déjà fait plus ou moins agresser, mais je me suis pas laissé faire, donc c'est pas fini en pugilat. Mais non, je pense que dans mon public, par exemple, il y a il y a des sympathisants de droite, par exemple, je suis sûr. J'ai jamais demandé, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'on a une appartenance politique, on a du mépris pour les autres, forcément, quoi. J'aime pas ce côté, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi, ou tu es un traître, je sais pas quoi. Et alors, est-ce que ça sert de faire des tribunes ou des chansons contre le Front National? Est-ce que c'est utile? Non, parce que ça les réveille et... Je fais référence à votre chanson, hein. Ouais, après c'était une chanson, c'était une chanson d'un soir, hein. Moi, les chansons... Pour moi, c'est pas de l'art majeur, mais c'est de l'artisanat sérieux. En général, je fais pas ça en un coup. Après, c'est parti un peu viral. À l'époque, les trucs viraux, ça n'existait pas, donc je savais pas. Aujourd'hui, je ferais pas ça, par exemple. Mais je pense toujours ce que j'avais dû écrire. À vous les pathologiques menteurs professionnels qui ne savent même pas quel est le bouton pour qu'on freine. Vous ignorez toute la matière que vous remuez. Mais quand ça éclabousse, non, nul n'est épargné. Amis entendu. Mais à part les énerver et leur donner envie de me casser la gueule, je pense pas que j'ai ramené quelqu'un entre guillemets à la raison, hein. C'est une façon de parler. Malheureusement, je pense pas qu'on soit utile. Mais heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, ça remet en question tout l'engagement des artistes en politique. On changera jamais la donne. On va vous montrer un autre modèle. Quoique, vous en avez un peu ras-le-bol qu'on vous compare à lui. Mais bon, nous, à l'INA, on a trouvé ça inévitable. Mais là, on va vous montrer une archive de lui qui a beaucoup été diffusée dans les bêtisiers, qui faisait rire, mais qui aujourd'hui provoque un certain malaise.
He says you are great. Non, j'ai pas envie de voir ça, ouais, non. She's a genius. Voilà, he says you are genius. Oh, thank you. Vous êtes génial. Thank you very much. Oh, C'est bon, d'accord. a friend of mine. Voilà, he says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Nah. Oui. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He say you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Non, là, je pense que c'est un des pires moments de sa vie. J'imagine le réveil le lendemain matin, cauchemardesque. Alors déjà, pour la pauvre Whitney Houston, c'est abominable. Non. I'm not drunk today. Il est normal, vous imaginez, quand il est sous. Non, vous inquiétez pas, Whitney. Are you sure you're not drunk? Non, il est pas vraiment sous, c'est son état normal. Mais c'est aussi tout le jeu pervers des médias avec Serge Gainsbourg. J'imagine que personne lui avait dit de se calmer sur le Pastaga ce soir-là, quoi. Et voilà, il a complètement perdu. Mais je sais qu'il était vraiment catastrophé, hein, le lendemain. Catastrophé. Et que dans les coulisses de l'émission, il y avait la présidence de BMG et tout ça et tout. Elle était jeune, elle était mineure, ça a été un drame. Et je pense que c'est son pire moment, avec le moment où il parle très mal à Catherine Ringer, où je l'ai détesté. Vous, ça vous est déjà arrivé d'être ivre sur un plateau? Non, quand même pas, je crois pas. Pas très net, mais pas ivre. Alors on passe à un autre artiste maintenant, à qui vous avez dédié un album hommage, Alain Bachung, qui nous raconte comment il a réglé ses problèmes identitaires. Il y a des peintres chinois qui dessinent le même tableau toute leur vie. Et moi, j'essaye de mettre d'autres couleurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que je raconte autre chose. Je crois plus rien. J'ai abandonné l'idée de me poser ce genre de questions, me dire qui suis-je, mais plutôt que fais-je. Et je me définis par rapport à ce que je fabrique, et je mets beaucoup de soin à essayer de fabriquer quelque chose pour que j'en sois un peu fier et que... Alors si en plus je peux donner du plaisir à quelqu'un, bah tant mieux, ça c'est bien. C'est une définition que je trouve parfaite d'un artisan, quoi, vraiment, et qui avait pas envie de tourner en rond et qui avait souvent envie de faire le disque qui lui manquait tout court. Et c'est un orfèvre, c'est vraiment l'artisanat qui devient de l'art Alain Bachung, parce que c'est quelqu'un vraiment de très minutieux, très pointilleux, et qui a une sainte horreur de l'ennui. Et qui avait cette habitude que je trouve assez prodigieuse de cacher son joujou dès qu'il marchait bien, quoi. Dès qu'il faisait un album très très populaire avec beaucoup de succès, il faisait exactement l'inverse. Et les gens qui l'aimaient vraiment le suivaient, puis les autres revenaient tous les 3 albums. Et puis c'était une personnalité, vous n'entendrez jamais quelqu'un vous en dire du mal, de tous les gens qui l'ont connu. C'était un homme d'une gentillesse extraordinaire. Alors le dernier personnage qu'on va regarder évoque un lieu cette fois, un lieu qui vous est cher, où vous vivez une partie de l'année et vous participez même à un festival. Allez, on écoute. Que vers le sol natal, mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. J'ai l'impression de le connaître depuis que je suis tout petit, parce que j'ai de la famille à Sète, j'y vais depuis que je suis tout petit. Et vraiment, Bressens, il est partout, quoi. C'est le festival auquel vous faisiez référence, il s'appelle Quand je pense à Fernande. Après, vous allez aller manger aux copains d'abord, et puis à la mauvaise réputation, et puis vous irez rue Georges Brassens, et puis etc. Mais il représente très bien. Il est parti très jeune de Sète, mais il représente tellement cette âme sétoise, sa maman italienne, son père qui est un dur du sud-ouest.
C'est un type qui connaissait toutes les chansons de tout le monde par cœur. Georges Brassens, c'est un vrai taré de chansons. C'est l'anti-Alain Bachung, mais je l'aime autant et je l'admire autant. Il a fait toute sa vie la même chose. C'est le moment de choisir la personne qui va vous poser la prochaine question. On vous laisse choisir entre Anne Sinclair, Thierry Ardisson, Christine Bravo et Jérôme Garcin. Alors Thierry Ardisson, j'ai déjà eu droit dans la vraie vie, donc je vais pas le faire. Anne Sinclair, ouais, c'est original, enfin c'est gratifiant. Ouais. Au fond, on a l'impression que vous cherchez à vous protéger. Oui, Anne Sinclair. Merci Benjamin Biolay. Merci beaucoup.